Quand j'ai redressé, en arrivant à proximité des terrils, j'ai remarqué un Focke-Wulf 190 qui attaquait la gare de triage d'As, qui se trouvait juste au-dessus de l'aérodrome et des terrils. Sanford Motes fond sur le FW 190. L'Allemand repère tout de suite le danger et commence à se tourner vers Motes. Il a appuyé légèrement à gauche et m'a offert une vue de dessus idéale pour viser. L'Américain vise et fait un tir à 30 degrés, à environ 180 mètres. Mes canons côté droit ont touché l'emplanture de son aile droite. Ceux de gauche, l'emplanture de son aile gauche, et les deux ailes se sont repliées sur sa verrière. Comme un avion de porte-avions. Il s'est mis à tomber tout droit. Il n'a pas tourné, rien. J'ai volé à côté de lui. Il a levé les yeux et il m'a regardé. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Il essayait de faire quelque chose avec ses mains, mais à 400 pieds, c'était peine perdue. Il est tombé comme une pierre. Au nord, juste à l'aplomb de la base, les combats ne semblent pas vouloir diminuer d'intensité. Il y a eu un moment, entre cette victoire et la suivante, où j'ai fait beaucoup d'efforts pour éviter d'être victime d'une collision en plein vol, vu le grand nombre d'avions présents dans un volume aussi réduit. Finalement, j'ai pu me caler derrière l'un d'entre eux et j'ai encore pu faire un tir à 30 degrés. L'Allemand vire violemment, mais Sanford Motes reste derrière lui. Les canons Browning calibre 50 logés dans les ailes du Mustang se mettent à cracher. Le Focke-Wulf tressaute sous les impacts. Tandis que la troisième victoire de Sanford Motes s'abat dans une boule de flammes, le capitaine Henry Stewart, dit Stew, repère un ME-109 et se jette sur lui. Stew suit l'Allemand comme son ombre, juste au-dessus des arbres, moteur hurlant à 560 km/h. Les deux pilotes encaissent 6 G. Les muscles de leur cou se contractent pour maintenir la tête en position. Cette course-poursuite à fort facteur de charge fait chuter la vitesse R des deux appareils. Si Stew ralentit trop, son avion va décrocher. À une altitude aussi basse, c'est la mort assurée. Il actionne la manette des gaz avec précaution, attentif au moindre tressautement de son moteur Merlin. Le premier des deux qui décrochera le paiera de sa vie. Le combat aérien légendaire au-dessus du Grec 29 entre dans sa dernière phase. Le lieutenant Henry Stewart continue de contourner le terril à la poursuite du ME-109. Il s'efforce toujours de viser tout en veillant à ne pas décrocher. Voilà la solution qu'il trouve. Plutôt que d'augmenter la puissance, il abaisse ses volets, qui se retrouvent presque à plat au niveau de l'intrados. Comme ça, à puissance équivalente, la portance s'accentue, ce qui lui permet de poursuivre son virage en restant derrière le ME-109 pour lui tirer dessus. Après la troisième révolution autour du terril, Henry Stewart vise. Son doigt appuie sur le bouton, mais rien ne se passe. Il se rend compte que dans l'excitation du combat, lorsqu'il a été secoué dans le poste de pilotage, son genou a touché la sécurité du bouton de tir. D'un coup sec, Stew enlève le capot métallique de la sécurité. Les balles de calibre 50 lacèrent le ME-109.
Ensuite, Henry Stewart reprend de l'altitude. Loin au-dessus de lui, Bob Brule, aux commandes de son P-47, remarque un FW-190 esselé qui tente de s'enfuir avec 2 Mustangs à ses trousses. Il avait mis cap à l'est, mais il commençait à passer sous mon aile. Donc, j'ai fait un demi-tonneau pour le garder à l'œil, car je ne voulais pas qu'il monte pour me tirer dessus. Il a dû me voir, et il est monté pour m'affronter face à face. Le Mustang saisit l'occasion pour tirer de loin. J'ai toujours pensé que je méritais d'être associé à cette victoire. À l'ouest, Bob Brule repère une accalmie dans le combat qui a eu lieu à l'aplomb d'Y-29. Il approche rapidement et se pose avant que les hostilités reprennent. J'ai atterri et j'ai roulé jusqu'au bout de la piste. Là, j'ai vu 2 ME-109 approcher pour mitrailler l'aérodrome. Je me suis dit, mince, je suis là avec mon moteur qui tourne. J'ai coupé le contact et j'ai sauté de l'avion. Les 2 Messerschmitt rasent la piste, moteur hurlant. Un P-51 est à moins de 300 mètres derrière. Bien sûr, les servants de la DCA ont ouvert le feu, mais ils n'ont pas visé correctement. Les avions arrivaient à vitesse maximale, entre 560 et 600 km/h. Les servants ont touché le P-51 et on a tous hurlé « Non, ça n'est pas le bon !» On avait vu qu'il avait été touché, mais il a fait un virage, il a sorti son train d'atterrissage et il s'est posé. Le malheureux pilote de ce Mustang s'appelle Dean Huston. Il dirige son P-51 endommagé à l'extérieur de la piste métallique et s'arrête. Pour lui, c'est une façon rageante de finir la journée. Au même moment, son chef de patrouille, Sanford Motes, survole la portion sud-ouest de l'aérodrome. Il a fait plusieurs passes frontales face à un Focke-Wulf 190. Soudain, l'Allemand tente de rentrer à sa base. L'Américain fait faire un virage brusque à son Mustang pour se lancer derrière le FW 190. Il tire plusieurs rafales, éraflant l'avion ennemi d'un bout à l'autre de ses ailes. Mais le robuste appareil allemand encaisse sans broncher. Suite à une nouvelle rafale, le réservoir largable du FW 190 prend feu. C'est alors